Donc quand vous enlevez le socle, vous perdez la capacité à développer, et puis surtout vous donnez ce socle à d'autres qui vont faire la même chose que ce que vous avez fait par le passé, c'est-à-dire augmenter la valeur ajoutée. En gros, vous aidez la Chine à extraire des métaux, et puis vous finissez par lui acheter des voitures électriques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de The Green Speaker, le média qui met en avant le monde de l'innovation au service de la transition. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet assez méconnu et pourtant crucial, celui des minerais et des métaux rares. Cobalt, lithium, titane ou encore tantal, une grande partie de la réussite de la transition écologique et de l'essor du numérique repose aujourd'hui sur l'exploitation de ces ressources qui, comme leur nom l'indique, sont soit difficiles à trouver en grande quantité exploitable, soit complexes à extraire et à purifier. De plus, leurs méthodes d'extraction et de transformation sont, comme vous en doutez, assez loin d'être neutres pour la société comme pour l'environnement. Poussés par nos besoins croissants en matière d'électrification, de stockage d'énergie ou encore de stockage de données, l'industrie minière est aujourd'hui plus sollicitée que jamais et son activité n'a fait qu'exploser ces dernières années. Depuis 20 ans, on estime que les volumes de minerais extraits auraient doublé et que ces besoins pourraient encore doubler, voire tripler, d'ici 2030. Cet enjeu est devenu tellement considérable que le gouvernement français a même lancé, le 13 février 2025 dernier, un programme d'identification des gisements de minéraux et métaux présents dans les sous-sols du territoire national. De même, l'enjeu stratégique autour de l'accès aux minerais rares a notamment été mis en évidence ces derniers mois à travers la gestion par les États-Unis du conflit opposant l'Ukraine à la Russie. Le gouvernement américain fait en effet pression pour qu'en échange de la poursuite du soutien militaire apporté à l'Ukraine, le pays rembourse sa dette en permettant aux États-Unis d'exploiter sur son propre sol ses ressources tant convoitées. Nous pourrions également mentionner les importantes tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda liées à l'exploitation du coltan, un métal très peu connu mais pourtant essentiel à la fabrication de certains condensateurs et équipements électroniques qu'on retrouve aujourd'hui dans nos téléphones ou ordinateurs. Vous l'aurez compris, en complément des problématiques environnementales, éthiques et humaines qui entourent cette industrie, des besoins toujours plus importants couplés à une course effrénée pour mieux contrôler et sécuriser les chaînes d'approvisionnement exacerbent les tensions géopolitiques à l'échelle mondiale. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette industrie et ses enjeux, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Bruno Jacquemin, délégué général d'A3M, l'Alliance des minerais, minéraux et métaux, qui est en fait la fédération française du secteur regroupant environ 70 entreprises opérant dans les domaines de l'extraction, de la production, de la transformation et du recyclage des métaux et minerais industriels. Bruno, bonjour, je suis extrêmement ravi de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet absolument passionnant mais également assez complexe qu'est l'industrie minière. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on discute ensemble de ce secteur un peu en 3 étapes. Donc une première étape pour bien comprendre comment s'articule l'industrie minière, quels en sont les différents acteurs et quel est son fonctionnement. Dans un second temps, comprendre un peu quelles sont les industries consommatrices et dépendantes des produits extraits de cette industrie. Et enfin, aller creuser un peu plus du côté des enjeux, notamment environnementaux, et puis bien évidemment mentionner des solutions concrètes qu'on peut trouver. Donc sur la première partie, le sujet de comprendre l'industrie, comment tout ça s'articule, quels sont les différents maillons et les différents acteurs de la chaîne. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir. Effectivement, le sujet de l'industrie minière est un sujet qui refait surface dans l'actualité et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut juste rappeler que l'industrie minière, c'est la première industrie de l'humanité. Ça fait 5000 ans que ça dure. La première fois que l'homme a eu envie d'aller chercher des choses dans le sol, il s'en est servi pour se défendre, pour construire, pour développer des outils. Donc, et quand on regarde bien cette histoire, qui a commencé par le cuivre, le bronze, puis ensuite le fer, et puis ensuite on a découvert d'autres métaux, évidemment l'or et d'autres métaux dont on parlera plus tard. À chaque fois, on peut considérer que ces métaux ont accompagné l'évolution de l'humanité, dans les grands projets de l'humanité. La dernière grande période étant la révolution industrielle européenne à la fin du 19e, où notre société fait un bond en avant technologique majeur. Il faut jamais oublier que derrière ce bond technologique, il y a des métaux effectivement qui ont été tout à fait importants pour assurer ce développement. Complètement. C'est-à-dire qu'alors du coup, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des minerais, des métaux rares. Est-ce qu'on pourrait expliquer Alors oui, faisons simple. Déjà, dans la nature, on a ce qu'on appelle des éléments identifiés par leur symbole chimique dans le tableau Mendeleïev. Il faut avoir en tête que 80% des éléments qui sont présents sur la croûte terrestre sont des métaux.
On en connaît les principaux parce que ce sont les métaux utilisés depuis toujours. C'est ce que j'évoquais, le cuivre, l'or, le plomb, l'argent, le fer, etc. Mais ça, on est d'accord qu'aujourd'hui, dans ce qu'on dit quand on parle des métaux minerais rares, or, cuivre, argent, tout ça, c'est pas considéré effectivement comme des métaux rares. Alors après, différence minerais, minéraux, métaux. La première chose, c'est d'abord des minéraux. Tout ce qui est inorganique, c'est des minéraux, pour faire très court. Donc ça donne des capacités à des volumes importants. Le minerai, c'est la partie des minéraux dans lequel il y a des traces métalliques suffisamment intéressantes pour l'extraction. Et les métaux, c'est une partie, 80% donc de ces éléments, qui ont des utilisations industrielles. Alors il faut comprendre que il y a un siècle encore, on utilisait, un siècle et demi, on utilisait 5-6 métaux, et au fur et à mesure de l'évolution de ces dernières décennies, on utilise de plus en plus. Aujourd'hui, on considère qu'on a entre 50 et 60 métaux qui sont utilisés dans l'industrie. Et effectivement, quand on dit rare, critique, stratégique, tout ça, c'est beaucoup de vocabulaire. Il y a évidemment un peu de sujets médiatiques derrière tout ça. Nous, dans notre profession, dans l'extraction minière et la métallurgie, on considère que tous les métaux sont critiques ou stratégiques. Mais la vraie définition, c'est que critique ou stratégique, ça correspond à des usages particuliers ou avec des difficultés d'extraction ou d'obtention qui, à un moment donné, peuvent générer une pénurie ou un risque en termes de sécurisation d'approvisionnement, parce que l'extraction est essentiellement faite dans un pays où elle est faite essentiellement par une entreprise ou par un nombre d'entreprises limité, etc., etc. C'est ça les sujets. D'accord, parce que là du coup, effectivement, pour repartir sur aussi les acteurs, donc on a les acteurs de l'extraction qui sont différents de ceux de la transformation. Comment s'articule ? Faut imaginer de quoi on parle. On a une croûte terrestre dans laquelle la géologie a réparti ces fameux minéraux de manière complètement aléatoire ou presque aléatoire. Donc vous avez une croûte terrestre extrêmement qui a eu des événements géologiques, tout le monde connaît ça. Après, effectivement, dans cette croûte terrestre, vous avez des minerais qui peuvent intéresser les acteurs industriels. Qu'est-ce qu'on commence à faire ? On commence par extraire une roche dans laquelle on sait qu'on a une trace, une proportion, on appelle ça une teneur dans le jargon, de minerais intéressants dans lequel on va pouvoir trouver un métal où on verra des métaux en fait. Et donc on est aujourd'hui sur des proportions où entre je dirais pour 100 de roches extraites, on est entre 1 et 5 de minerais intéressants. Et voire même moins, parce qu'effectivement, ça fait, comme je le disais, ça fait 5000 ans que ça dure, donc on a extrait les minerais ou les gisements les plus intéressants. Même si on découvre des nouveaux métaux, en tout cas on découvre l'intérêt de nouveaux métaux, qui fait que des métaux qu'on n'allait pas chercher par le passé donnent aussi de l'intérêt à des minerais qui sont intéressants aujourd'hui. Après, j'ai dit 60 métaux, ça ne veut pas dire qu'il y a 60 types de mines. On a des grands types de mines, on a des mines qu'on dit à ciel ouvert, en open pit en anglais, et puis des mines souterraines par galerie, soit en galerie profonde dans le sol normal, soit dans montagne parfois. On a même parfois des galeries qui sont ascendantes dans certains dispositifs. Tout dépend de ce qu'on cherche. Tout dépend de ce qu'on cherche, tout dépend de la géologie. Encore une fois, on a des métaux ou des minerais intéressants dans tout un tas de sujets, dans tout un tas de géographies. Donc l'objectif, rappelons-nous, c'est d'obtenir ce métal, et on verra d'ailleurs après que ce qu'on en fait de ce métal et comment derrière, on va l'allier, on va le transformer. Le premier objectif, c'est vous avez un volume de minerais, et dans ce volume, vous voulez extraire le métal qui vous intéresse. Donc vous commencez par forer, vous faites des trous finalement, avec des engins particuliers, de plus en plus automatisés, de plus en plus numérisés. Il y a de moins en moins d'hommes. Le mineur avec sa pioche, ça n'existe plus, en tout cas plus dans les pays occidentaux, plus dans les entreprises occidentales. Malheureusement, on a encore dans plein de pays dans le monde, et en particulier en Afrique, une extraction qui se fait dans des conditions de travail humain absolument scandaleuses. Ça fait partie des problèmes de cette industrie. Les grands acteurs sont parfaitement conscients de cela. Après, quand il s'agit de la survie de populations démunies pour lesquelles la ressource en cobalt, je pense au Congo, la ressource en or, sont de tels enjeux, on peut imaginer effectivement que on a toujours des gens qui en profitent. Ça fait partie malheureusement des règles du jeu dans notre société. Mais donc aujourd'hui, en tout cas, on sait faire une activité minière
très robotisé, avec un minimum de risque pour la santé des travailleurs ou pour la vie des travailleurs qui exercent. Et donc on va commencer à extraire donc des roches qu'on va broyer, concasser, broyer. C'est une première étape mécanique. C'est une étape mécanique, effectivement. L'objectif étant d'aller extraire, de raffiner, on appelle ça, ou d'identifier le métal qui va nous intéresser. Donc on va le concasser, après on va le faire voyager. Il y a une partie des choses qui peuvent se faire dans la mine, le concassage, le broyage peuvent se faire parfois à l'intérieur de la mine, donc en dehors du regard des riverains ou de l'environnement. C'est quand même intéressant, moins de poussière, moins de bruit. Et on a des acteurs miniers aujourd'hui, notamment en France, qui se sont spécialisés dans ce type de pratique. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle un concentré que vous allez utiliser. Alors on va y mettre un peu d'eau pour arriver. C'est ce qu'on appelle des procédés d'hydrométallurgie avec parfois des solvants. Voilà, donc là du coup c'était extraction mécanique avant, maintenant c'est extraction chimique. Après l'extraction consommation mécanique, d'énergie, souvent de l'extraction chimique, et puis après de la transformation par de la pyrométallurgie, c'est-à-dire en chauffant de manière importante. Donc on utilise des solvants qui sont aujourd'hui sous contrôle. Il y a des solvants qu'on n'utilise pas parce qu'ils ont un impact sur la nature majeur. Je pense au mercure par exemple, qui a été pendant de nombreuses années utilisé parce qu'il a une capacité, notamment pour l'or, à raffiner, à purifier le minerai de manière très efficace. Sauf que l'usage du mercure est dramatique pour la nature, dramatique pour les organismes qui l'ingèrent. Donc ça, c'est des usages prohibés. Donc on a ce processus je dirais, de raffinage en fait, qui vise effectivement à produire ce minerai. Alors je l'évoquais, on va le produire par pyrométallurgie. Un exemple bien connu, c'est le minerai de fer. Le minerai de fer, c'est de l'oxyde de fer. Il faut enlever l'oxygène. Donc comment on fait pour enlever l'oxygène? Pendant des milliers d'années, depuis 3000 ans, on met du charbon, ou un charbon transformé qui s'appelle du coke. Et ce charbon allié au minerai de fer, ça a deux qualités. Un, ça permet de chauffer. Et deux, ça permet d'enlever, de réduire, c'est la dénomination chimique, ça permet de réduire ce fameux minerai de fer, d'enlever l'oxygène et d'obtenir ce minerai de fer. La conséquence, c'est que ça émet l'oxygène plus le carbone du charbon, ça émet des gaz à effet de serre en CO2 en particulier, de manière considérable. Aujourd'hui, on a des process nouveaux qui vont nous permettre de surmonter cette difficulté-là. Mais voilà, un exemple de pyrométallurgie. On a aussi l'électrométallurgie, de l'hydrométallurgie, avec des solvants. On a aussi de l'électrométallurgie, de l'électrolyse, une anode, une cathode, un courant électrique qui fait que certains métaux qui ont des caractéristiques électromagnétiques ou électrochimiques vont se polariser sur l'anode ou la cathode. Donc c'est comme ça qu'on produit la plupart des minerais et des métaux sur la Terre aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après, ces métaux qu'on aura identifiés, qu'on aura sélectionnés, on va s'en servir pour faire des alliages. Le laiton, c'est du cuivre et du zinc. Ils sont jamais utilisés seuls. Ils sont très rarement, ils le sont, mais le fer s'oxyde. Donc, pour que le fer, pour faire de l'acier, on mélange le fer avec du carbone. Donc, avec plus ou moins de carbone. Si on en met beaucoup, c'est de la fonte. Si on en met un peu moins, on peut avoir de l'acier avec là aussi des caractéristiques très différentes. On va rajouter des petits métaux, et quand je dis petits, c'est juste parce qu'ils sont extraits dans des proportions différentes. On reviendra après sur les volumes. Et ça crée ce qu'on appelle dans notre jargon des nuances. C'est un joli mot. On a plus de 3000 nuances de métal sur le marché aujourd'hui, des alliages, et qui sont des alliages en fait. Des alliages de fer, donc d'acier, des alliages de titane, d'aluminium, de nickel, etc. Et dans lesquels on va utiliser ces dizaines de métaux critiques que j'évoquais tout à l'heure pour donner au métal concerné la qualité que le client va attendre, une qualité de résistance à la chaleur, de résistance à la torsion, de légèreté, de magnétisme. On peut imaginer tout un tas de propriétés particulières. On va reparler des applications dans les différentes industries. Et peut-être pour clore ce chapitre sur les mines, est-ce qu'on a une idée du nombre de mines qui existent dans le monde, et peut-être en fonction de certains métaux en particulier, où est-ce qu'elles sont situées principalement? On a des mines dans le monde entier.
parce que la géologie est variée, qui fait qu'on a effectivement des mines sur l'ensemble de la géologie. Alors évidemment, c'est plus compliqué d'avoir des mines en Arctique ou en Antarctique pour des raisons évidentes, mais globalement, on a de l'activité minière partout dans le monde. On pense aujourd'hui qu'on a globalement entre 6 et 10 000 mines. C'est compliqué d'avoir une identification précise. Oui, mais on a assez peu, finalement. Ça fait pas, bien sûr, ça fait pas beaucoup. Et puis, c'est quand même des exploitations, des sites conséquents. Il y a des petits sites et il y a des sites gigantesques. On a toute taille de mine. Il faut se rappeler que la première substance qu'on extrait, et c'est un de nos gros enjeux pour la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le charbon. C'est 9 milliards de tonnes par an. On extrait du charbon. Quand on regarde cela, les métaux, c'est finalement pas beaucoup, puisqu'on extrait à peu près 2,8 milliards tonnes de métaux, de minerais métalliques, dirais-je, par an, dont sur ces 2,8 milliards, 2,5 milliards, c'est du minerai de fer. Et on produit avec ça à peu près 1,6 milliard, 1,7 milliard de tonnes d'acier par an, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Donc il faut mettre ce chiffre de 2 milliards, 2,5 milliards de minerais de fer extraits par rapport aux 50 000 tonnes de rhénium qu'on va extraire par an. Ça, l'uranium, on va considérer que c'est un... L'uranium est un métal. C'est un métal rare ou critique. Alors, je parlais d'uranium, c'est 200 000 tonnes, mais je parle là du rhénium, qui est un platinoïde. On a plein de... C'est pour ça que je parle de petits métaux. Oui. On a les métaux qui sont extraits à plus de dizaines de millions de tonnes, il y en a finalement très peu. Il y a la bauxite, il y a le manganèse, mais il y a beaucoup de métaux qu'on extrait en dizaines de tonnes, en centaines de tonnes ou en milliers de tonnes, parce que la présence de ces métaux sur la croûte terrestre est beaucoup plus aléatoire. Et remarquons cela, et c'est extrêmement important de l'avoir en tête, on n'extrait pas ces métaux pour eux-mêmes. C'est-à-dire que vous n'avez pas de mines de rhénium. Vous avez des mines de platine, vous avez des mines, par exemple, vous avez des mines de bauxite. Et dans la bauxite, un des coproduits de la bauxite, c'est le gallium. Oui, c'est comme le coltan et le tantal. Exactement. Donc le produit dans une mine de zinc, un des coproduits du zinc, ça va être le germanium, par exemple. Et les quantités sont infimes. Et pendant très longtemps, notamment pendant les derniers millénaires, on s'intéressait très très peu à ces métaux critiques qui étaient déjà pas connus, dont les propriétés n'étaient pas évidentes. C'est vrai que depuis une trentaine, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, la propriété de ces petits métaux est devenue extrêmement intéressante. Aujourd'hui, le germanium, c'est ce qui permet d'activer une fibre optique, c'est ce qui permet de donner, d'activer aussi l'infrarouge. Le gallium, c'est pareil, ça a des activités aussi, dans des activités électroniques, etc. Parfaite transition du coup pour aller vers les industries dépendantes du coup de ces éléments-là, de ces gisements-là. Donc du coup depuis 20-30 ans, on voit quand même un essor de la demande. Quelles sont les industries donc les plus consommatrices ? Alors les métaux, faut avoir en tête que les métaux ont été très souvent considérés comme des commodités. La première application des clients d'A3M en France, c'est la construction, parce qu'on a des métaux, dans les armatures pour le béton, par exemple. Mais c'est aussi la construction, automobile. Vous avez de l'acier dans une voiture, évidemment, c'est de l'acier plat. Vous avez de l'acier dans tous les outils de mobilité, etc. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a des métaux partout. Quand vous regardez autour de vous, que ce soit votre montre, votre ceinture, votre voiture, votre machine à laver, votre portable, il y a des métaux partout. Et évidemment, dans des quantités extrêmement différentes. On a encore une fois utilisé des métaux classiques dans la construction pour les toitures en zinc, etc. Les conduites en cuivre, anciennement en plomb, etc. Donc on a une diversité d'usages des métaux extrêmement large. Ce qu'il faut avoir en tête, on le voit au sein du Conseil national de l'industrie, il y a des filières qui sont identifiées au sein de ce Conseil national de l'industrie, une vingtaine de filières industrielles. Toutes ces filières industrielles, alors quelles sont-elles ? C'est la filière énergie, c'est la filière nucléaire, c'est la filière aéronautique, navale, militaire terrestre, c'est la filière automobile évidemment, électronique, alimentaire ou agroalimentaire. On pourrait en citer comme ça une vingtaine, beauté, luxe, etc., pharmacie. Quand vous regardez dans toutes ces filières, dans tous les produits de ces filières, vous avez des métaux. Et vous n'en avez pas qu'un seul. Vous avez entre 20 et 40 métaux qui interviennent à un moment donné dans les produits de cette filière. Alors ils interviennent comment ? Soit carrément dans des infrastructures. Dans une machine à laver, on voit bien que sa carcasse c'est de l'acier. On voit bien les tubes en inox. Tout ça on le voit bien. Mais encore une fois, dans ces alliages, dans ces aciers, on voit l'acier. On voit un peu moins la dizaine de petits métaux ou les petits métaux, le vanadium, le niobium, le molybdène, le chrome.
chrome ou le nickel qu'on va retrouver dans un acier inoxydable, par exemple. Ça, on les voit moins. Après, vous avez des métaux qui sont utilisés dans des puces électroniques. C'est plutôt des nitrures de germanium, par exemple, qui vont être utilisés pour des puces électroniques, etc. Donc ceux-là, on les voit beaucoup moins, mais ils existent aussi. Donc on a des métaux qui interviennent sous différentes formes, on les voit pas toujours. Qui sait que, par exemple, c'est l'indium qui rend tactile les écrans. Par exemple, et vous en avez aujourd'hui quelques grammes sur votre téléphone portable, quelques grammes sur un écran d'ordinateur, sur une console, etc. Donc c'est là effectivement que s'exprime à la fois la complexité de cette industrie et l'ensemble de ses enjeux. Et là aujourd'hui, quand on regarde effectivement avec aussi l'essor de la transition, tous les besoins en stockage d'énergie, on parlait tout à l'heure aussi du numérique, où c'est vrai qu'on a l'impression de plus en plus de vivre dans un monde extrêmement dématérialisé. Puis là, quand on vous entend parler, on se rend compte que en fait, tout ça est très très matériel en fin de compte. Est-ce que là aujourd'hui, surtout en Europe, on fait face potentiellement à des pénuries en fonction des ressources disponibles et des besoins croissants qu'on a ? Alors, on est déjà dans un contexte mondial qui n'est pas qu'européen, il faut vraiment l'avoir en tête, qui est un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas que l'Europe qui lutte contre le réchauffement climatique. Chacun le fait après à sa manière, à son rythme, avec ses perspectives et ses stratégies. Mais je suis convaincu que la Chine sera un des continents et un des pays qui demain sera un des leaders de la transition écologique et énergétique. Faut vraiment en avoir conscience. Donc, grâce à la maîtrise. En particulier. Évidemment, grâce en particulier à une stratégie qui est basée sur la sécurisation de ses approvisionnements en métaux, à des technologies d'extraction, de raffinage, de transformation qu'elle a développées. Parce que eux, en plus, ils ont des gisements disponibles. Ils sont très forts aussi dans le raffinage. Donc en plus, ils font venir des gisements d'ailleurs pour les transformer et ensuite les revendre. Ils sont extrêmement bons aussi. On en reparlera tout à l'heure sur le sujet du recyclage. Donc nous, pour bien comprendre en Europe, en fait, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on n'a pas de ressources, on n'a pas de transformation. Qu'est-ce qui nous manque ? On a été pendant très longtemps des leaders de cette industrie. Simplement, c'est une industrie qui, à un moment donné, au moment de la crise pétrolière, dans les années 70-80, on est aussi passé dans une logique on avait un monde, le monde des pays émergents qui était en train de se développer, puis on a considéré que ces grosses industries lourdes, qui étaient polluantes, consommatrices d'énergie, consommatrices aussi d'un peu de main-d'œuvre, on avait plutôt intérêt à la faire faire ou à la faire exercer ailleurs. Et donc, on a délaissé cette industrie, on a aidé une partie de ces pays émergents, en particulier la Chine, à acquérir cette technologie, on a fait du transfert de technologie chez eux, mais ces acteurs-là, c'est une industrie de base. Il faut toujours se rappeler que c'est une industrie de base. C'est une industrie qui parfois a une contribution à la valeur ajoutée faible, parce que la valeur du métal dans un iPhone est faible. Vous payez beaucoup plus la marque Apple que le métal, que l'aluminium ou l'indium. Mais en revanche, c'est une industrie de base, au bon sens du terme. C'est une industrie c'est une industrie socle, sur laquelle se construit la valeur ajoutée des produits qui vont derrière, et donc qui sont faits à partir de cela. Donc quand vous enlevez le socle, vous perdez la capacité à développer, et puis surtout vous donnez ce socle à d'autres qui vont faire la même chose que ce que vous avez fait par le passé, c'est-à-dire augmenter la valeur ajoutée. En gros, vous aidez la Chine à extraire des métaux, et puis vous finissez par lui acheter des voitures électriques. C'est des voitures à énergie électrique. C'est ça le sujet. La réalité, elle est là. Et donc, on a donc oublié en Europe et en France en particulier qu'on avait des gisements dans notre sous-sol, qu'on avait une activité de transformation avec des valeurs ajoutées extrêmement fortes et des savoir-faire extrêmement forts. On a délaissé pendant plusieurs décennies, et d'autres, effectivement, s'en sont emparés parce que, encore une fois, la transition énergétique, c'est aussi des métaux bien particuliers qu'on n'utilisait pas forcément par le passé et qui ont tout d'un coup obtenu une visibilité et sont devenus des enjeux majeurs. C'est évidemment le lithium. Le lithium, pendant des décennies, c'était un métal qu'on utilisait plutôt pour la pharmacie et dont on a aujourd'hui qu'on identifie les capacités de stockage de l'énergie, parce que je rentrerai pas dans les enjeux chimiques, mais c'est un métal qui a cette caractéristique. Donc forcément, la demande en lithium, on en produit quelques centaines de milliers de tonnes aujourd'hui, et on va en avoir besoin de plus en plus parce que on est dans une phase d'électrification du monde. Et cette électrification du monde, c'est effectivement l'usage de ces métaux, le lithium. On a parlé aussi de nickel, de manganèse et de cobalt pour les batteries NMC, de fer phosphate avec le lithium pour d'autres chimies de batteries, etc. Alors on peut considérer que c'est terrible d'extraire de plus en plus de ces métaux. Il ne faut jamais oublier que tous ces métaux qu'on va extraire, ils seront recyclables, et 2, ça nous permettra d'éviter d'extraire du charbon. Rappelez-vous ce que je vous disais au début. Au début, on extrait 9 milliards de tonnes de charbon par an. Et le charbon, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas recyclable. Les métaux qu'on va extraire,
on va pouvoir les recycler. Alors on va pouvoir les recycler quand on aura atteint un certain seuil de consommation. Tant qu'on est dans une population mondiale qui augmente, tant qu'on a une population mondiale qui s'urbanise, qui augmente son niveau de vie, on va être un peu obligé de continuer à extraire. Mais on va être vite confronté aux limites terrestres de toute façon, et on va devoir développer, et c'est un des gros enjeux qu'on a dans nos pays occidentaux, il va falloir développer de la sobriété, utiliser des métaux plus longtemps, optimiser le recyclage. Aujourd'hui, on sait recycler l'acier, on sait recycler le cuivre, on sait recycler l'aluminium, on sait beaucoup moins recycler les terres rares, on sait beaucoup moins recycler tout un tas de petits métaux. Ouais, bah, très bonne transition, ce qui nous emmène sur notre troisième et dernier sujet. Donc évidemment les problématiques que rencontre cette industrie, notamment du point de vue environnemental, et puis du coup les différentes solutions. Bon, du coup on a pas mal parlé déjà du recyclage qui est un enjeu. On a dit qu'on avait déjà extrait beaucoup de choses, donc effectivement il y a beaucoup de choses disponibles, mais encore faut-il être capable de le remettre sur le marché. Si on repart du coup sur le premier maillon de la chaîne qui est l'extraction, aujourd'hui donc on a compris qu'il y avait une extraction donc mécanique, chimique, qui avait pas mal d'enjeux autour de consommation en énergie, consommation en eau sur les sites miniers. Vous aujourd'hui, quelles solutions vous voyez apparaître sur le marché? On sait qu'il y a tout un écosystème start-up qui apporte un peu son lot d'innovation. On a des nouvelles stratégies, typiquement Genomics de phytominage qui, eux, modifient des plantes pour que les racines aillent absorber dans les sols. La dépollution par les plantes, on a Botanical qui fait ça aussi. Comment vous avez dit? Botanical qui fait ça aussi, une filière d'Aperam qui fait ça. Ouais. Des sujets absolument passionnants, encore faut-il après réussir à les mettre à l'échelle. Oui, à l'échelle industrielle, bien sûr. Voilà. Ensuite, il y avait une autre société qui s'appelle Adionix, qui à la base avait une technologie de désalinisation qui ensuite aujourd'hui est capable d'aller exploiter le lithium dans les saumures, notamment très présentes en Amérique latine. On se rend compte qu'il y a pas mal de sujets là-bas, et donc c'est des nouveaux gisements qu'on n'avait pas exploités jusqu'ici. Vous, chez les grands acteurs du secteur, qu'est-ce que vous voyez un peu comme tendance là-dessus sur la partie extraction? En fait, le paradoxe, c'est que autant cette industrie, comme je le disais, est une industrie extrêmement ancienne, donc une industrie qui a fait l'objet de recherches pendant des décennies, donc je dirais les processus, on les connaît. Ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est la mise en capacité industrielle, la mise en production industrielle de ces technologies. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on parle de réduire le minerai de fer, non plus avec du charbon, mais avec de l'hydrogène. C'est un processus qui s'appelle le DRP, Direct Reduction Production. C'est une technologie qui est parfaitement connue depuis des décennies. Elle commence à peine à être bien mature industriellement parlant. Elle continue à être, pour un grand nombre d'acteurs industriels, un enjeu industriel de productivité, parce que dans l'industrie, il faut pas faire produire 10 kilos, par exemple, de raffinage, de recyclage de la black mass. Vous savez, cette batterie de véhicule électrique en fin de vie que vous broyez et dans lequel vous voulez extraire après le graphite, le nickel, le lithium, le manganèse et le cobalt derrière. Savoir le faire à l'échelle de 5 kilos ou 10 kilos dans un laboratoire et le faire à l'échelle de quelques milliers de tonnes par jour régulièrement, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, c'est clair que la technologie et l'innovation est partout dans la chaîne de valeur. Elle est dans l'extraction minière pour limiter l'impact matière. On utilise aujourd'hui des ondes électriques, c'est ce que fait IROX ou iPulse par exemple, pour limiter l'impact matière et repérer l'endroit où se trouve le bon gisement. C'est aussi en utilisant de la data, on a un gros enjeu avec l'IA. Lithosquare, par exemple, une jeune start-up française est en train de développer des processus qui permettent à la fois d'optimiser l'identification du gisement et d'accélérer la mise en production. Comme iridescence, ça c'est une espèce ça permet de qualifier dans un gisement la qualité, la quantité de minerais, ce qui permet de mieux adapter les process d'extraction et de transformation. Dans notre domaine est majeur, parce que l'IA, ça permet de faire quoi? Ça permet d'optimiser la gestion de données déstructurées. Et dans notre industrie, de la donnée, il y en a partout. Je l'évoquais tout à l'heure, plein de métaux qui sont dans plein de géologies différentes, sous plein de formes différentes, qui se transforment avec plein de process différents, et dont on peut faire plein d'alliages, avec plein d'enjeux, je dirais, plein d'enjeux environnementaux. Donc tout ça nécessite effectivement, en termes d'optimisation, beaucoup de numérisation, et l'IA va nous aider considérablement. La robotique aussi va nous aider pour notamment la robotique humanoïde, avec des petits robots qui vont permettre d'extraire, peut-être sans présence humaine, avec des petites mines, avec un impact plus réduit. Aujourd'hui, tout le monde pense aux grandes mines australiennes ou ces grandes mines chinoises où vous voyez ça qui s'étendent sur des kilomètres. Bon, ils ont une densité de population qui leur permet, mais on sait aussi les conséquences environnementales et matières que ça. Aujourd'hui, on sait faire, notamment au Québec, des petites mines rentables qui savent parfaitement exploiter le bon gisement de minerais par rapport à ça.
Bien sûr. Donc ça, c'était sur la partie, on va dire, extraction, sur la partie transformation. Bon, on a pas mal de sujets aussi autour du fait qu'il faut relocaliser, parce qu'on importe énormément. Donc là, on a vu qu'en France, on relançait un peu les recherches de gisements. On a des sociétés, notamment Carester, qui permettent, avec des procédés innovants, de séparer les terres rares entre elles de manière un peu plus neutre. Est-ce que là-dessus, sur ce type de process, pareil, quelles sont un peu les évolutions que vous voyez? En fait, les innovations sont extrêmement liées soit à des problématiques de compétitivité, donc comment on abaisse les coûts, soit des problématiques environnementales, c'est comment on émet moins de CO2, comment on consomme moins d'énergie, comment on consomme moins d'eau et comment on émet moins d'effluents. C'est ça les moteurs, je dirais, de l'innovation. Et aujourd'hui, on a plein d'acteurs qui développent. Vous avez cité l'extraction directe du lithium par Adionix, Geolith fait la même chose. Enfin, il y a plein de technologies qui existent. Ensorcia, Eramet ont des procédés d'extraction directe du lithium. On voit bien la géothermie aussi qui est aussi une manière d'extraire du lithium. Sur l'origine de l'énergie, pour le coup. Voilà, avec où effectivement on utilise des propriétés d'eau saumâtre dans les profondeurs du sous-sol français, en l'occurrence à 1500 mètres de profondeur. Donc on a toutes ces innovations qui sont en train de se développer, mais effectivement entre le moment où vous extrayez le minerai, si on reprend notre conversation du début, et puis au moment où vous avez ce minerai exploitable que vous allez pouvoir mettre dans une batterie. Alors dans une batterie c'est relativement simple, vous avez 4 ou 5 étapes. Quand vous vous retrouvez avec une cellule optique d'un canon César, par exemple, dans lequel vous avez du germanium et du gallium, là vous avez un peu plus que 5 étapes. Vous en avez une quinzaine, et des acteurs au début de la chaîne qu'on a un peu délaissés en Europe et qui sont aujourd'hui essentiellement chinois, parce que les Chinois ou asiatiques, parce que les Chinois, encore une fois, se sont développés à la fois pour optimiser la ressource minérale sur leur sol et avec des alliés. Pour ça que les Chinois sont présents en Afrique, en Afghanistan, en Asie, même en Amérique du Sud, parce qu'ils mettent la main sur des gisements. Mais ça ne suffit pas. Ils sont aussi devenus des experts, grâce, il faut être clair, à des transferts de technologies européens, mais pas que. Ils ont aujourd'hui une armada de chercheurs tout à fait compétentes et performantes qui font qu'ils améliorent les processus. Et ils ont aujourd'hui un relatif monopole sur des processus de transformation de métaux sur lesquels on a besoin de se battre. Vous avez cité Carester. Qui en plus, tout ce processus-là est en plus renforcé par le fait qu'ils maîtrisent aussi bien maintenant le sujet du recyclage. Absolument, voilà, parce qu'ils ont le volume, parce qu'ils s'y sont pris avant nous, parce qu'ils c'est exactement le sujet des batteries de véhicules électriques. Ils font des batteries de véhicules électriques depuis longtemps. Ils ont la population qui leur a permis d'avoir le marché qui permettait de tester ces produits sur une vaste échelle. Comme ils l'ont fait avant nous, ils ont les produits en fin de vie qui leur permettent de recyclage. Faut jamais oublier dans le recyclage d'ailleurs, il y a les produits en fin de vie, il y a tous les produits qu'on a avant. Parce qu'entre le lingot de métal que vous développez et le métal que vous allez retrouver dans le produit final, parfois vous avez un ratio de 10%. Un exemple typique, c'est le titane. Quand Aubert et Duval fait un lingot de titane d'une tonne, vous avez 100 kilos ou l'équivalent, donc ça fait 10% qui va se retrouver dans un moteur d'avion de Safran, par exemple. Donc vous voyez, parce qu'entre les deux, vous avez une série d'usineurs et d'acteurs qui vont transformer ce métal. Donc quand on parle de recyclage, c'est les déchets miniers, les résidus miniers, les stériles, les haldes, comme on dit dans notre jargon, c'est les déchets de production tout au long de la chaîne. Et il y en a partout, y compris dans notre territoire européen, y compris des métaux dits rares qu'on n'a pas exploités, ou des métaux critiques plutôt, qu'on n'a pas exploités pendant des années, mais maintenant, il faut trouver les conditions économiques pour les exploiter. Alors sans doute que les enjeux géopolitiques, que les enjeux environnementaux vont donner un prix à la souveraineté, vont donner un prix effectivement à des produits plus écologiques, qui vont nous donner la capacité, en Europe, de redevenir un peu acteurs de notre destin sur cette transformation métallurgique que nous avons dans notre pays. Bien sûr. Ouais, donc le sujet du recyclage, et puis après un des derniers sujets, c'est aussi l'upcycling, sans passer forcément par le recyclage, c'est le reconditionnement et le réemploi. Donc là, on a une belle société en France qui s'appelle Voltaire et qui du coup réutilise des batteries qui avaient des applications un peu plus élevées pour des applications moins élevées, typiquement la batterie d'un téléphone. Je crois que c'est les batteries qui sont jetées entre guillemets, elles ont encore 80% en moyenne de leur capacité de stockage, et c'est vrai que 80% de stockage pour un téléphone c'est faible, mais ça peut être les 100% pour une brosse à dents par exemple. C'est très important ce que vous dites, parce que les métaux ont des qualités particulières qui évoluent dans le temps, qui vieillissent effectivement, et on va avoir besoin effectivement d'optimiser les qualités attendues d'un métal, d'un produit
produit par rapport à l'usage qu'on va en faire. Les qualités d'une batterie stationnaire, c'est pas les qualités d'une batterie de véhicule d'une batterie de véhicule électrique ou de la batterie que vous avez dans votre vélo ou dans votre trottinette ou dans votre téléphone portable. C'est pareil pour les aimants, pareil pour beaucoup d'alliages. Donc un des vrais enjeux de notre industrie, c'est justement de regarder comment, c'est toute l'éco-conception, c'est toute la capacité qu'on va avoir, c'est ce que j'évoquais au début, comment on utilise moins de métaux plus longtemps et mieux. C'est l'enjeu de la sobriété. C'est ça c'est l'innovation technologique qui permet d'utiliser moins de métaux aussi critiques. Et c'est pas un gros mot pour nous dans l'industrie métallurgique et minière de parler de sobriété. On pense qu'il faut de la sobriété raisonnée. Encore une fois, on peut pas tout faire avec des produits purement recyclés ou des métaux en fin de vie. On aura encore besoin d'un peu de minerai de fer dans les années futures. On a aujourd'hui des qualités entre des produits issus des métaux recyclés ou des minerais extraits dans la terre. On a des produits des qualités assez comparables aujourd'hui. On n'a pas forcément toujours les mêmes coûts. Donc on a besoin effectivement faut savoir aussi ce qu'on veut à un moment donné en termes de fiscalité, en termes d'enjeux environnementaux, de réglementation environnementale, pour optimiser effectivement et donner la primauté aux produits verts. Mais faut être clair, on est dans une époque compliquée. L'Europe est un peu affaiblie par rapport aux mastodontes américains et chinois. On a une réglementation très, très stricte qui nous a permis, il faut être clair, d'améliorer nos processus. Donc c'est aussi pour moi un vecteur d'innovation, y compris à l'export vis-à-vis de pays en développement qui vont avoir besoin demain non seulement d'extraire mais de transformer les métaux, et on l'espère pour leur propre marché. Pour l'Afrique par exemple, c'est un enjeu considérable. L'intérêt de nos industriels de s'intéresser à l'Afrique, c'est pas simplement pour rapatrier des métaux en Europe, évidemment, c'est pour aider à la constitution d'une vraie industrie en Afrique, parce qu'encore une fois, l'industrie et l'économie africaine ne se développera que si on a de la métallurgie. Bien sûr, merci pour ce tour d'horizon extrêmement clair et riche. Je vous souhaite une excellente journée, puis au plaisir de vous retrouver prochainement sur cette chaîne. Merci Vincent, merci à vous.